La fraternité, c'est quelque chose de très précieux, mais ça n'a absolument rien à voir avec la couleur de peau, rien à voir avec la ville d'origine, rien à voir avec la couleur de passeport, rien à voir avec la langue, absolument pas. Ce n'est pas vrai. Ne vous trompez pas, la fraternité n'a absolument rien à voir. Oh, le nationalisme, c'est du n'importe. Le nationalisme a été créé par les Blancs. Ah, let that sink in. Le nationalisme a été créé en Afrique en tout cas, créé par les Blancs. C'est quoi une nation? Pour l'interrogation, on ne va pas entrer dans l'aspect scientifique, vous avez compris. C'est-à-dire, vous pouvez trouver vos frères ailleurs, qu'on ne vous trompe pas. Vos frères, vous pouvez les trouver ailleurs. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, je le répète très souvent, je veux le marteler encore une fois, vos pires ennemis sont généralement des gens qui vous ont connu depuis l'enfance, ou des gens qui vous ont vu, ou qui ne vous ont peut-être pas connu directement, mais ont connu votre famille, ou quelqu'un de quelque part, ou quelqu'un qui vous connaît très bien. Vos pires ennemis sont rarement des Libanais, des Portugais, des Italiens. Vos ennemis sont des gens autour de vous. C'est eux qui vous bloquent. C'est eux qui vous jettent en prison quand vous ouvrez la bouche. C'est eux qui veulent votre mal, ne veulent pas vous voir avancer. C'est eux qui sont irrités quand vos business avancent. C'est eux qui vous accusent de vol, de sorcellerie. C'est ça vos ennemis. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Lui, on le connaît. C'est ça vos ennemis. Quand j'ai la vie un Portugais, dit lui, il sort. Non, jamais de la vie, à moins que tu partes faire des bêtises. Si vous êtes parti chez eux, vous chiez dans les coins, vous laissez les histoires. Là, on va vous insulter, vous allez crier au racisme. Mais vous avez oublié que vous avez chié dans le coin. C'est vous qui avez chié dans le coin. Vous allez dans la maison des gens, vous prenez des robinets. Hein? Quand vous quittez la maison, vous sortez les robinets, les soquets, des trucs pareils, vous partez avec. Et quand le blanc dit non, on ne veut pas de vous ici, au racisme. Vous allez chez les gens, vous cousinez des nourritures. Non, excusez-moi, il faut vous dire des vérités. C'est pas toutes les nourritures africaines qui sont bonnes. Attendez. Pour nous, peut-être ça sent, pour moi, ça sent bon. Ok? Je connais nos nourritures à nous qui ne sentent pas bon, qui ne sentiraient peut-être pas bon pour vous. Mais pour moi, ça sent bon. Mais je sais que si c'est quelqu'un qui ne connaît pas cette nourriture, ça ne sent pas bon. C'est sans être considerate en anglais. C'est ça, avoir de se mettre à la place des gens. Je sais que ma nourriture ici ne sent pas bon. Alors, je ne veux pas vous exposer, vous, parce que vous n'êtes pas habitué. Moi, c'est une nourriture que j'aime manger depuis mon enfance. Vous comprenez? Bon, quand vous faites cette nourriture-là à Berlin, dans des appartements comme ça, et ça pue le machin, l'Afrique, tout ça, les Blancs se sentent gênés. Et prochainement, on dit, on ne prend pas les Africains, vous vous fâchez, oh non, les Blancs sont méchants. Non? Comment vous vous traitez entre vous, pour l'interrogation? Partons au Maroc. Voilà la carte du Maroc. C'est un pays très intéressant. Une délégation marocaine à Niamey s'est réunie avec des responsables de l'agence nigérienne de bourse. L'objectif était lequel? L'objectif était d'examiner et de sélectionner les dossiers des étudiants nigériens candidats aux bourses d'études marocaines. Bravo. Le Maroc autorise ou le Maroc va sélectionner des Nigériens, des jeunes personnes pour aller étudier au Maroc. Pourquoi ils sont venus vous poser la question? Pourquoi on n'envoie pas simplement les enfants? Envoyez-le enfin, qu'ils partent au Maroc étudier. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a des processus qui sont généralement violés. Normalement, pour faire votre application de bourse, il faut le faire en ligne. L'institution qui vous reçoit accepte en ligne, ensuite vous venez. Malheureusement, en Afrique, pour la plupart des cas, et vous le savez, il ne faut pas être hypocrite. En Afrique, vous verrez généralement, quand on sélectionne des gens comme ça, les gens responsables de là où on a sélectionné choisissent eux et changent, altèrent les personnes qu'on a sélectionnées. Je donne un exemple très banal. Il y a eu une compétition très récemment ici, Jeux olympiques, machin histoire. Il y a un pays africain où il fallait 22 joueurs, n'est-ce pas, de football, je crois. 22 joueurs pour aller jouer. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a sélectionné 13 joueurs, véritables joueurs. Les restes, c'était pas des joueurs. C'était le cousin du chef, le petit-neveu, l'enfant du voisin. C'est ça. Pendant que les footballeurs eux-mêmes ne sont pas partis, ils ont désélectionné ces personnes parce que lui, il est impoli, suspension disciplinaire. Ils ont créé des histoires à dormir debout pour emmener l'argent. C'est comme ça qu'on fait, généralement. Et si ce n'est pas ça, on va te demander de l'argent. Est-ce que je mens? Dites-moi si je mens. Écoutez, moi, je vous dirai toujours la vérité. Qu'il n'en plaise aux gens, je m'en fous éperdument, je vous dirai toujours la vérité. Et c'est la vérité qui libère. Les hypocrites ne peuvent pas m'aimer, ce n'est pas possible. Alors, le Maroc a envoyé des gens pour aller vérifier certaines histoires, s'assurer que les gens qui vont venir sont ceux-là qu'on a sélectionnés. Il n'y a personne d'autre. On dit félicitations au Maroc. L'offre marocaine constitue un levier majeur d'intégration sud-sud et un appui concret au développement du capital humain nigérien. Il faudrait retenir ici que plus de 2000 cadres nigériens ont eu leur formation au Maroc. 2000 cadres nigériens, c'est beaucoup, ont eu leur formation au Niger.
Et à présent, actuellement, il y en a 700 qui sont en entraînement et en formation. Donc c'est bien de voir ces genres d'histoires. On connaît le Maroc en tant qu'un pays raciste. Il faut vous dire la vérité. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça. La plupart d'Africains connaissent le Maroc étant un pays raciste contre les Noirs. Pourquoi? On nous présente généralement des images où les Marocains sont en train de racler les Noirs. Là, tout ça, vous mettez à peine. Est-ce que ce sont des images fausses? Ce sont des images vraies. Évidemment, il y a eu beaucoup de moments où les Marocains, les militaires ont eu, la police en tout cas, ont eu à taper, frapper les subsahariens. Bah écoutez, c'est simple. On va essayer de réfléchir. C'est parce que beaucoup voulaient traverser le Maroc pour partir en Europe. Bah, vous vous posez la question de dire pourquoi ils laissent pas ces Africains de carrément passer par le Maroc et aller à l'Europe. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Je vous donne un exemple aussi simple. Imaginez-vous avoir une maison ici, votre parcelle, et derrière vous, il y a un voisin, ok? Et des gens viennent passer à travers votre parcelle pour aller chez le voisin. On le fait le lundi, on le fait le mardi, on le fait le mercredi, et vous avez de la pelouse qui est très bien, un jardin bien fait. Mercredi, il traverse encore, et il y a du bruit. Et en fin de compte, vous réalisez qu'il y a du bruit, les gens font du bruit, les enfants ne peuvent pas dormir, et comme les enfants ne peuvent pas dormir, vous êtes en incapacité vous-même de vous reposer, parce qu'il y a des gens qui passent. Ok? Certainement, les premières personnes qui sont passées ont été accueillies avec gentillesse, parce qu'ils ont dit, non, monsieur, excusez-nous, on traverse ici pour aller chez le voisin. Ah, il n'y a pas de souci, passez, n'est-ce pas? Ok. Quand ça en est numéro 16, au 17e, au 18e, au 19e groupe de personnes de 20, au 23e groupe de personnes de 27, qui traversent évidemment, ça ne passe pas sans dégâts. Ok? Il y a la pelouse qui n'est plus ce qu'elle était. Il y a les fleurs qui tombent. Il y a le chien qui est terrassé, qui est frustré, qui est dans la peur. Il y a les enfants qui sont dans l'instabilité, parce que voilà, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même calme qu'il y avait dans le passé. Et disons encore une fois, quand les gens traversent, ils ont des besoins, ils prennent de l'eau, ils mangent, et quand, en tant qu'humain normal, il faut faire quoi? Il faut aller se libérer. Il faut aller faire pipi dans un coin. Il faut aller déféquer. Écoutez, non, restez, il ne faut pas fuir. Restez là. Quand il faut faire pipi, vous demandez la première fois, on vous laisse entrer. Faites usage des toilettes. En fin de compte, le propriétaire de la maison se rend compte que, à force de dire oui, tout le monde veut aller dans les toilettes, dans ces toilettes privées. Est-ce qu'on accepte? On va continuer à accepter? On n'accepte plus. Et quand on n'accepte plus, qu'est-ce qui se passe? On commence à pisser dans les coins, chier dans les paclas. Voilà. Non, il faut pas fuir. Il faut voir la vérité. On dit que les Marocains sont racistes. On va examiner, voir leur racisme, n'est-ce pas? Est-ce que vous accepteriez ce fait que les gens continuent à traverser chez vous? Bon, à supposer que vous aviez de l'argent, vous feriez quoi? Vous mettrez un enclos, n'est-ce pas? Vous montrez les murs. S'il y a des gens qui traversaient chez vous, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pendant que certains faisaient pipi, bon, écoutez, parmi eux, il y a des gens qui sont bien, certainement, mais parmi eux, tout le monde n'est pas nécessairement bien. Il y a aussi des gens qui ont été mal éduqués, qui peuvent passer, et pendant que toi, tu regardes à côté, on prend le t-shirt de l'enfant ou la paire de chaussures et on va avec. C'est frustrant ou pas? Alors, le Maroc, à un certain moment, a dit, bon, ok, écoutez, ça va, il ne faut plus venir. Hein, parlons de vous, vous serez fâchés, vous crierez, écoutez, il faut arrêter. Bien que le Maroc ait des relations avec l'Europe de ses propres façons, il y a des financements qui se font, ça fait partie du Maroc. Le Maroc doit prendre soin du Maroc. Pourquoi ces Noirs-là ne restent pas chez eux pour améliorer leur pays? Non, pourquoi les Noirs-là qui traversent le Maroc ne restent pas chez eux pour améliorer leur pays? Bah moi, je vous dirais pourquoi. Parce que généralement, ils ne peuvent pas se mettre ensemble en unissant pour lutter contre leur gouvernement. Ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Généralement, c'est parce qu'il y a un problème tribal. Il y a le président qui est de cette tribu, et il y a des gens qui sont de l'autre tribu, et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? La population ne peut même pas se mettre ensemble en synchronie, parce que parmi elles, il y a des gens qui soutiennent le président seulement parce qu'ils parlent la langue de leur mère. C'est ça le problème. Et si c'est pas la tribu, c'est la religion. Ah, il est de ma religion. Même si le leader est mauvais, puisqu'il est ta religion, tu acceptes tout ce qu'il fait. Et en fin de compte, vous fuyez vos pays. Pourtant, il y a une possibilité d'arranger les choses. Mais comme le président est de ta tribu, tout ce qu'il fait pour toi, c'est bien. Bon, pourquoi il faut en vouloir au Maroc quand ils disent, non, écoutez, il faut flageller tous ces gens-là, les mettre tout ça là? Non, il faut être réaliste. En fin de compte, regardez ce que le Maroc a fait. Le Maroc, jusque-là, a ouvert ses portes en termes d'éducation et de formation à plusieurs pays africains gratos. Nous allons citer seulement le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger, le Ghana, le Nigeria, le Tchad, le Bénin, la Mauritanie, la Gambie. Ils ont fait beaucoup pour les pays africains, ok? Ils ont fait beaucoup, c'est-à-dire
vous partez en bourse scolaire, on prend soin de vous à votre arrivée, on vous loge, on vous paye de l'argent à la fin du mois, on vous nourrit et on prend soin de votre santé. Donc, en cas de maladie, les assurances prennent soin de vous. Bon, je pense qu'il faut, encore une fois, rentrer au début. On disait la fraternité n'a absolument rien à voir avec votre passeport. Absolument pas. Ce sont vos pires ennemis, hein, pour la plupart des cas. Vous rencontrerez certes parmi ceux qui viennent de là où vous venez, des gens qui sont sympathiques, des gens qui sont bien, des gens qui peuvent vous aider à vous. Mais parmi eux, la plupart, ok? La plupart, c'est le cauchemar. On vous donne un autre exemple. Moi, je vous ai toujours dit, il faut arrêter vos histoires de mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Les Blancs ne font jamais ça, mais ils avancent. Hein. Les Blancs n'appellent jamais « Oh, mon frère », jamais, mais ça avance. Le social avance, ils prennent soin d'eux-mêmes, les assurances fonctionnent, il n'y a pas de mon frère, non. En cas de difficulté, s'il y a quelqu'un qui a besoin de contribution, en tout cas parmi ceux blancs qui sont organisés, on ne parle pas des Français, ils sont noirs, ils savent comment travailler ensemble. Mais vous, c'est mon frère, oh, mon jeune frère, c'est tout. En fait, mon frère, vous appliquez ça pourquoi? Vous appelez quelqu'un mon frère généralement quand vous voulez des faveurs. Donc, je sais pas, mon frère, tu vois, vraiment, mon frère, la fille est difficile pour l'instant, il y a ma femme qui travaille, c'est ça. Est-ce que je peux vraiment, c'est ça, mon frère. Mon jeune frère, c'est généralement pour montrer aux gens que tu es plus ancien que lui, tu as plus d'expérience que lui. C'est pour asseoir ton autorité. C'est généralement ça. Rarement, vous verrez un Africain, en tout cas surtout dans la francophonie, appeler quelqu'un mon jeune frère dans l'affection totale, à 100%. C'est très rare. Généralement, c'est parce qu'il sent que tu as une certaine force. Et pour te diminuer un peu, évidemment, pour se monter soi-même, il faut te piétiner par les épaules. Il dit, ah, mon jeune frère, on l'a vu grandir, c'est ça. Il n'y a pas de fraternité là. La fraternité se prouve. La fraternité, la vraie, c'est quand je suis dans le coma, ok? Et tu pars visiter ma mère ou mes enfants. C'est ça la fraternité. La fraternité, c'est quand je suis injustement arrêté, on me jette en prison. Tu viens me visiter au moins une fois le mois. C'est ça la fraternité. Ce n'est pas, oh, on est venu du même quartier. Même quartier de quel même quartier? Vous avez les mêmes ancêtres. Il faut arrêter. Une autre preuve très simple, ok? Une preuve très simple. Il y a le Mali, le Burkina Faso et le Niger, que vous aimez beaucoup adultes d'ailleurs. Monsieur Ibrahim Traoré, Goïta et le général Tiani. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les trois pays ont décidé de rompre totalement avec la France, pays colonial, qu'est-ce qui s'est passé? Ces pays ici de ECOWAS, ECOWAS c'est quoi en français? ECOWAS c'est quoi en français? CEDEAO. CEDEAO, n'est-ce pas? Les gens de la CEDEAO se sont légués. Ils sont partis se réunir quelque part pour négocier sur comment détruire le Niger. Nous voulons absolument revenir à une normalité constitutionnelle pleine et entière. Et la décision fondamentale est que le coup d'État militaire au Niger est un coup de trop, vous savez, pour l'ensemble de la région ouest africaine. Et nous y mettons un terme définitif cette fois-ci, sans aucune hésitation. Nous sommes prêts à partir dès que l'ordre sera donné. Le jour J est également fixé. Et avant de faire ça, ils sont d'abord partis en Europe pour aller discuter, avertir leurs partenaires européens en disant « Nous voulons aller tuer nos frères. Qu'est-ce que vous... Nous voulons votre bénédiction. » Ma visite cet après-midi a pour but d'expliquer notre position à l'Union européenne, de présenter les raisons qui ont motivé les différentes mesures prises par la CEDEAO, ainsi que la collaboration que nous attendons de l'ensemble de nos partenaires. Comme vous le savez, le monde est un village planétaire. Un événement survenant dans un endroit particulier a des répercussions sur le monde entier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de venir en Espagne pour discuter avec nos partenaires de l'Union européenne afin qu'ils comprennent ce que nous faisons et qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous offrir. C'est pourquoi il faut arrêter vos histoires de mon frère. Ils sont partis voir les Européens pour négocier, pour avoir leur soutien, pour avoir leur bénédiction avant d'aller tuer leur propre frère. Ne me dites pas que les Marocains sont racistes. Vous êtes parmi vous plus racistes parce que votre racisme, ce n'est pas une question de différence de peau, de couleur. Votre racisme est basé sur la méchanceté, le tribalisme, l'ethnicisme, la jalousie. Pendant ce temps, ils n'ont pas pu faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé la frontière. Ils ont fermé les frontières. Pourquoi? Pour pas que ces pays aient accès à l'océan. L'océan est très important, vous le savez. Pour ceux qui ne savent pas, l'océan, on en a besoin sur le plan économique. Par exemple, un pays tel que le Mali qui veut peut-être importer du fer ou autre chose. Prenons un exemple brut. Du fer venant de la Chine.
Il y a deux façons de le faire. Soit on importe le fer à travers les avions, ça coûtera cher et c'est très limité en termes de capacité. Ou bien on importe à travers les bateaux, la mer, les navires. C'est plus facile parce qu'on peut avoir autant de conteneurs qu'on veut et ça coûte moins cher. Mais les pays que vous voyez ici, ils ont fermé la porte. Ils sont-ils blancs ou noirs, ou chocolat, ou arabes? Ils ont bloqué la porte. L'objectif était simple, c'était pourquoi? L'objectif c'était d'asphyxier le Mali. Asphyxier pas les gouverneurs, asphyxier plutôt la population locale, les civils. On pensait qu'en asphyxiant les civils, qu'est-ce qui se passerait? Ils sortiraient dans les rues pour aller combattre le gouvernement et les rejeter. Et ça n'a pas marché. Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé quelques temps plus tard? Le Maroc a offert la sortie vers l'océan. C'est le Maroc qui a offert la sortie. Le Maroc a offert, pendant que ces gens ici, les Noirs ici, on dit non. Le Maroc a offert. Que ceci attire votre attention. Félicitations au Maroc. Nous savons que le Maroc ne le fait pas gratuitement. Le Maroc a ses intérêts. Le Maroc a besoin d'influence, on le sait. Le Maroc a des combats internes, par exemple le Sahara occidental, où il y a des luttes et des difficultés. Il a besoin de soutien, on comprend tout à fait. Ben écoutez, il n'y a rien pour rien dans la vie. C'est comme ça fait partie de la vie. Mais du moment où on avance et on progresse, est-ce qu'on tabasse les Noirs au Maroc? Oui, il faut arrêter de partir là-bas comme ça. Il faut aller légalement. Ne partez pas piétiner la maison de quelqu'un, espérant qu'il sera gentil toujours. Ce n'est pas possible. Mais est-ce qu'il y a des... Comment on vous traite chez vous? Point d'interrogation. Dans la vie, le respect est très important. Je n'arrêterai jamais de le marteler. Le respect, le respect, le respect. Soyez pauvre, mais soyez respecté. Je sais, vous posez la question de savoir comment on peut être respecté en étant pauvre. Ah oui, on peut être respecté en étant pauvre. La première chose à faire, c'est être pauvre dans son point. C'est-à-dire garder votre pauvreté privée. Quand vous êtes pauvre, vous ne demandez pas, on vous respecte. On arrête de respecter le pauvre qui demande. C'est quand vous commencez à demander qu'il le respect parle à travers la fenêtre. Vous pouvez être pauvre dans votre coin, en train de souffrir, et personne ne le remarque. Vous n'êtes pas obligé de ressembler à vos difficultés, vous savez. Il ne faut pas porter ces difficultés. Il faut mettre ça dans la poche. Il faut aller dans son coin, pleurnicher, pleurer si c'est nécessaire, prier auprès du Créateur. Mais quand tu es devant les gens, tu t'établis avec force et ferveur. Sois pauvre, mais sois respecté. Il y a des gens pauvres que vous respectez, vous ne le connaissez pas. Parce qu'ils ne sont jamais venus demander quoi que ce soit chez vous. Les gens même les plus âgés à qui vous manquez de respect, c'est généralement parce qu'ils vous ont demandé quelque chose. Ou ils ont fait preuve de soumission à votre égard, malgré leur élévation en termes d'âge et de situation sociale. Soyez pauvres, mais dans le respect. Le respect est important. Il n'y a pas de respect, il n'y a rien. Écoutez, moi je vais vous dire un truc. Je pense l'avoir déjà dit dans le passé. J'ai déjà été dans un milieu où des gens sont plus âgés que moi, plus forts que moi, bien établis que moi. Et une personne importante vient. Leur façon de s'accourir auprès de cette personne, boss, chef, patron, vraiment, nous sommes contents de te voir. Je me souviens à l'époque, j'étais vigile. Mais j'étais dans mon coin. Je disais poliment bonjour et c'était ça. Jamais, oh, tu vois, dans la famille, il y a ma sœur qui est malade, ma femme a le cancer pour recevoir des petites pittances. Mais à chaque fois que ces gens-là quittaient, généralement, c'était des blancs très riches. Ils donneraient des petites histoires à toutes ces personnes plus grandes de taille que moi. Et à moi, on m'appelait de côté, on me donnait un minimum de $200. Hey, Zach, moi, je n'ai jamais dit mon nom. Je n'avais jamais dit mon nom. Ils ont découvert mon nom. J'étais toujours propre, fort dans mon coin, je me respectais. Toujours dans mon coin, c'est bonjour monsieur, finito, pas bonjour boss. Jamais je n'ai appliqué ça. Il faut se faire respecter dans la vie, par son attitude personnelle. C'est très important. Le Sénégal aujourd'hui a changé la donne, c'est clair. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Depuis le début du mois de août 2025, le gouvernement sénégalais, sous la direction du Premier ministre, ce monsieur-là, Ousmane Sonko, en présence du président Bassirou Diomaye Faye, viennent de changer quelque chose. Ils ont annoncé quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est? La mise en place d'un système obligatoire de visa électronique. Pour qui? Pour ressortissants non africains. Sur les frais de visa électronique que nous avons décidé d'appliquer pour l'entrée sur le territoire national aux pays hors Afrique et aux pays africains qui nous appliquent le visa, nous nous projetons à 60 milliards. Bravo. Je souligne ressortissants non africains. Donc, désormais, toute personne, tout humain désirant partir au Sénégal pour visite, tourisme, business ou quoi que ce soit, sera obligé de passer à travers un scrutage approfondi. C'est-à-dire, vous allez faire votre demande de visa,
Vous voyez comment vous alignez devant la maison Schengen, là, tout ça, en attendant. En fait, il y a dans certains pays, on vous laisse dormir jusqu'au lendemain, n'est-ce pas? Il y a certains pays en Afrique ici dont on ne citera pas. Les gens vont le soir. Ils payent quelqu'un pour aller le soir, pour passer nuit à sa place. Jusqu'au matin, lui, il arrive, il remplace la personne. Pour pas qu'il soit derrière. C'est ça. Ce sont des choses qu'on fait au pays qu'on respecte. Par exemple, en Afrique du Sud, ça ne se fait pas, hein. Là, tu vas faire dormir un Sud-Africain dehors. Jamais de la vie. Mais on va vous chasser. Pourquoi? Parce qu'il respecte le gouvernement. Et le gouvernement respecte son peuple. Jamais, ce n'est pas possible. Moi, je me souviens avoir demandé un visa en Afrique du Sud. On nous a accueillis. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous voulez quoi? Du café? Café au lait? Mais regardez comment on traite les autres Africains en Afrique. Quand vous allez demander votre visa, c'est comme si vous étiez des mercenaires en quête de pardon présidentiel. Eh ben, le Sénégal vous dit, niet chez nous, désormais, pour venir. Vous allez vous aligner comme nous, on s'aligne chez vous. Les ressortissants des pays qui exigent des visas aux Sénégalais, désormais, vont devoir s'aligner pour aussi faire une demande de visa. Cette politique repose évidemment sur le principe de réciprocité. Voilà ce que je vais vous dire, la réciprocité. Si vous écrivez à quelqu'un au téléphone et il ne vous répond pas pendant 2 jours, il répond seulement après 3 jours. Vous aussi, il faut attendre 3 jours avant de répondre. Il faut pas vous embrouiller. Oh non, il a répondu. Non, calme-toi. Il faut aussi attendre 3 jours pour répondre. Bon, ça, ce n'est pas valide si tu es vraiment en difficulté. Hein. Si la famille est dans la pauvreté, l'enfant est malade, le monsieur peut te donner de l'argent. Là, il faut pas appliquer ça. Mais si c'est un monsieur, un collègue, une personne là, tout ça, vous écrivez, elle vous répond, même si c'est une femme, vous êtes intéressé, vous écrivez, elle vous a fait attendre pendant 2 jours. 2 jours et demi. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Fini tout. Le respect doit s'imposer. La réciprocité est très importante. Le Sénégal a réalisé qu'ils sont trop généreux, trop gentils, trop sympathiques et trop bons, c'est trop couillant. Donc, si un pays exige un visa aux voyageurs sénégalais, alors ces citoyens devront obtenir le e-visa pour entrer au Sénégal. Félicitations. C'est de ça qu'on parle. Ok? C'est de ça qu'on parle. Maintenant, qui sont ciblés ici? Nous avons les États-Unis d'Amérique, qui généralement vont au Sénégal sans visa. Nous avons le Canada. Nous avons le Royaume-Uni. Nous avons la France, qui est en effet un pays colonisateur, qui profite de beaucoup d'avantages. Malheureusement, pour les Sénégalais, eux doivent s'aligner. Il y a la Chine aussi, qui désormais vont devoir payer et obtenir un visa en ligne avant de faire leur voyage. Bravo au Sénégal. Alors, dans cette histoire, ce n'est pas seulement une question d'ego, il y a aussi des objectifs et des avantages qu'il faut gagner. On estime que le Sénégal gagnera environ 60 milliards de francs CFA sont attendus dans les caisses de l'État pour obtenir le plan national de relance économique, le Sénégal en général. Donc, 60 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent en faisant vos demandes de visa, tout ça. D'ailleurs, généralement, dans les espaces Schengen, qu'est-ce que ça se passe? Quand vous allez demander vos visas, ils se font des centaines de millions de dollars. Comment ça? Quand vous allez faire votre demande de visa, officiellement, il faut payer peut-être, je sais pas, ça dépend d'un endroit à un autre, $200 ou 250. Il y a aussi les commissionnaires à qui il faut donner un petit 50 au-dessus. Vous dépensez en moyenne 300, 400 si vous ne passez pas à travers les gros commissionnaires mentir là, tout ça là-bas. En fin de compte, ils font quoi? On ne vous donne pas nécessairement le visa. Est-ce que vous recevez le visa impérativement? Non. D'ailleurs, pour la plupart des cas, il y a plus de rejets que d'acceptance. Plus de rejets que de visas délivrés, n'est-ce pas? Donc, ces gens se font beaucoup d'argent sur la tête des Africains qui veulent partir. Ils savent que vous êtes des minables, vous voulez partir là-bas. Je suis désolé de vous dire la vérité. Écoutez, moi, vous allez soit beaucoup m'aimer ou beaucoup me détester. C'est ça, voilà pourquoi. Non, en fait, nous ne sommes pas des content creators. Hein? Les content creators sont là pour vous créer des content. Vous appelez ça quoi en français? En français. Contenu. Il n'y a pas de contenu ici. Ici, on vous casse la gueule avec les paroles. Il n'y a pas de contenu. C'est quoi contenu? On vous dit des vérités, vous parlez de contenu. Quel contenu? Il n'y a pas de contenu ici. Ils savent que vous êtes des minables, vous voulez aller là-bas chez eux. Tout le monde prie, tout le monde, vous entrez en jeûne et prière pour aller en Europe. N'est-ce pas? Vous faites des jeûnes et prières, des sacrifices pour aller en Europe. Vous vendez vos terrains, vos machins pour aller en Europe. Alors, ils savent que l'Africain, c'est un sous-homme qui, peut-être ouvertement, ne le reconnaît pas, mais en réalité, il sait que c'est un sous-homme. Il ferait n'importe quoi pour partir en Europe. Alors, saisissons ça comme une opportunité pour nous faire de l'argent. S'ils sont vraiment honnêtes, pourquoi ils ne disent pas, bon, écoutez, vous allez payer seulement si votre visa est accepté, comme on le faisait chez dans certains pays que je ne citerai pas. S'ils sont honnêtes, hein, ils sont honnêtes dans leur machin histoire, pourquoi ils ne disent pas, on va d'abord examiner votre dossier, on vous demandera de faire le paiement aussitôt que votre visa est accepté. Voilà, parce qu'ils savent que c'est du commerce. Le Sénégal dit en réciprocité, on fera de même. Donc ici, nous aussi, on va examiner vos dossiers, on va essayer d'évaluer est-ce que le blanc ici mérite de venir ou pas. Mais pendant ce temps, il faut d'abord payer avant qu'on l'évalue. C'est de ça qu'on parle.
Alors, parmi les avantages numéro 2, on parle de moderniser l'administration migratoire. Moderniser, donc appliquer la technologie. Ce n'est plus les papiers comme dans le passé. On veut moderniser au Sénégal. On veut aussi sécuriser les procédures et désengorger les postes frontières. Il y a trop d'engorgement, il faut désengorger, il faut sécuriser, il faut moderniser et garantir une transparence. Avec, évidemment, les papiers, on peut manipuler ici, là-bas, mais avec la technologie, ce n'est pas, c'est plus de la blague. Donc, Ousmane Sonko ne rigole pas. Cette politique, évidemment, les amis, ce n'est pas une politique seulement pour faire plaisir ou une politique pour affirmer son ego. C'est une politique géostratégique. C'est une affirmation stratégique de souveraineté. Donc, le message est très clair. Le message est que le Sénégal n'acceptera plus les accords de voyage déséquilibrés, notamment où les pays occidentaux peuvent venir chez nous, nous on peut pas aller chez eux. Écoutez, il y a beaucoup de pays en Afrique qui permettent aux Européens de venir pendant au moins 90 jours, sans visa, pendant que eux-mêmes ne peuvent pas aller dans ces pays européens. C'est incroyable. Mais si c'était un Africain que voilà pourquoi je dis. Le problème des Noirs, c'est au-delà de certaines compréhensions. Quand un Blanc dit, moi je peux venir chez toi pendant 90 jours, mais toi tu ne viens pas chez moi, ça ne te pose aucun problème. Mais quand un autre pays noir ose faire ça, c'est, nous d'ailleurs on ferme la frontière, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous faites généralement. L'Afrique du Sud, par exemple, pour ceux qui savent pas, un Belge pourrait partir en Afrique du Sud pendant 90 jours. Sans difficulté, on lui pose aucune question à la frontière. Il entre. Les Anglais, les Français, les Allemands. Mais en retour, est-ce qu'un Sud-Africain peut partir? Non, il peut pas. Il doit devoir passer à travers les mesures de scrutage, comme tout le monde. Ce n'est que récemment, en Namibie, où Maman Nandi, la nouvelle présidente, qui a dit, écoutez, réciprocité partout. Parce qu'au départ, les Namibiens pouvaient partir au Canada, en Irlande, et au Royaume-Uni sans visa, c'était sans difficulté, jusqu'à un moment donné où on a commencé à se plaindre, disant qu'on retrouvait beaucoup de gens avec des noms nigérians, mais avec des passeports sud-africains et namibiens. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Les Nigérians, vous savez comment ils sont, ils vont dans des pays des gens, ils promettent la lune à toutes ces femmes et tout le bazar, se marient, et après quelque temps, reçoivent le passeport, puisque le Nigeria a des difficultés à avoir de visa dans beaucoup de pays. C'est plus facile d'avoir un visa européen avec un passeport namibien. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tout ça avec le passeport namibien, ils vont en Europe et continuent à faire ce que les Nigérians font généralement. Et ben, malheureusement, ce n'est pas moi qui l'invente, vous le savez, vous pouvez regarder sur Internet. Trafic de drogue, blanchiment d'argent et tout le bazar. Et ils ont commencé à se plaindre. Comment ça se fait que des gens avec des passeports sud-africains et namibiens qui font des crimes? Après investigation, on découvrira que ce sont des gens qui sont naturalisés sud-africains à travers des mariages. Alors c'est à partir de là que dans beaucoup de cas, le Canada, par exemple, a renversé la vapeur, disant on n'autorisera plus les Namibiens de venir ici sans visa. L'Irlande a fait de même. Ensuite, l'Union, comment on appelle ça, le UK. Alors, tollé général, finalement, les Sud-Africains s'en prennent aux Nigérians chez eux, disant c'est à cause de vous qu'on ne peut plus y aller. La réalité est simple. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, avant l'arrivée de Mandela, c'était les Blancs qui géraient le pays. Et comme les Blancs, c'est ça la vérité, les Blancs géraient les pays, ils sont cousins. OK? Si les Blancs gèrent un pays sud-africain et nous sommes Blancs en Europe, on va facilement vous accorder l'entrée sans visa ou avec un visa accéléré. Mais aussitôt que Mandela vint au pouvoir, on ne pouvait malheureusement pas, justement, couper la délivrance de ces visas aussi rapidement. On ne pouvait pas couper, sinon ça donnerait un peu un aspect trop xénophobe et raciste. Donc il fallait attendre avec le temps, progressivement, pour commencer à fermer les tuyaux, Finalement, aujourd'hui, c'est fermé totalement. Mais jusqu'à présent, les Sud-Africains autorisent aux Européens l'entrée sans visa pendant qu'ils refusent des visas à tous les Africains. C'est malade. Et ce n'est pas limité aussi d'Africains. Il y a beaucoup de pays en Afrique, malheureusement, qui ont ce complexe d'infériorité frénétique que j'ai jamais vu. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ousmane Sonko, à son arrivée, en tout cas à leur arrivée, beaucoup de personnes ont critiqué, disant ils sont alliés de la France, ils sont soumis à la France, ils sont vassaux et tout le bazar. Mais est-ce que vous pensez de même? La question est celle-ci. Est-ce que le fait de ne pas repousser totalement la France, ou le colonialiste veut impérativement dire qu'on est subalterne du colonialisme? Est-ce que le fait de ne pas repousser la France veut dire qu'on est pour la France? On peut faire usage de tact et d'intelligence. Est-ce que trouver des solutions se fait impérativement par la force, par la coupure générale d'électricité ou de communication? Point d'interrogation. Ce sont le genre de mouvements que nous voyons. Nous savons ce que Trump est en train de faire récemment. On est en train de repousser les Africains comme jamais dans le passé. C'est une preuve de manque de respect. Il n'y a pas de machin histoire. C'est vrai, Donald Trump veut protéger l'intérêt des États-Unis. C'est donné, c'est évident.
Donald Trump veut que les États-Unis soient great again, c'est vrai, mais il y a une preuve manifeste de manque de respect. Envoyer des voyous, des bandits, des violeurs en Afrique, mais c'est manque de respect. Vous pensez que c'est la politique internationale? Pourquoi ils n'envoient pas des voyous, des voleurs en France? Dites France, prenez nos voyous et nos voleurs. Non, pourquoi ils font pas ça en Irlande ou en Grande-Bretagne ou au Norvège ou en Islande ou au Danemark? Pourquoi ils font ça en Afrique? Point d'interrogation, vous avez votre réponse là. Félicitations à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Malheureusement, il y a aussi des pays africains qui vont devoir faire des demandes de visa pour aller au Sénégal. Donc ces pays concernés, il y a l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et l'Éthiopie. Ces pays africains demandent des visas aux Sénégalais. Donc les Sénégalais en réciprocité aussi vont demander des visas. En attendant, au Rwanda, on a accepté jusqu'à 250 immigrés illégaux des États-Unis. Donc Donald Trump va pousser 250 immigrants ou immigrés ou bandits des États-Unis au Rwanda. Ok, c'est ça qui se sont convenus là. Le Rwanda, évidemment, se réserve le droit de sélectionner et d'approuver chaque candidat par le Rwanda. Le Rwanda offrira un soutien de formation professionnelle, de soins de santé, de logement. Ça, c'est facile. Ils ont beaucoup d'expérience par rapport à ça. Ils le font pour leur peuple. Les soins de santé, je pense que nombreux, en tout cas la grande majorité, on reçoit gratuitement dans le pays. Ce sont des soins de qualité. Ce n'est pas comme dans beaucoup de pays africains où vous partez dans les institutions publiques, c'est la crasse, c'est invivable. Il faut nécessairement partir dans un hôpital privé pour avoir les soins appropriés. Et ben, c'est pas le cas au Rwanda. C'est-à-dire que ça va se passer. Mais ils ont aussi l'expérience parce qu'ils ont travaillé avec le Royaume-Uni dans le passé, où le Royaume-Uni a envoyé des bandits africains au Rwanda pour aller faire leur demande de visa. Donc ils ont de l'expérience. Jusque-là, ce n'est pas encore divulgué. On ne sait pas combien le Rwanda gagnera. Ce qui est évident est qu'ils recevront un soutien financier. Mais nous savons que El Salvador, en Amérique du Sud, ils ont reçu à peu près 6 millions de dollars pour recevoir une centaine d'immigrants. Et ces gens sont en effet incarcérés à El Salvador. Ceux du Rwanda ne seront pas nécessairement incarcérés, mais on ne sait pas exactement combien ils recevront. Nous savons qu'ils ont reçu à peu près 300 millions de dollars au minimum venant du Royaume-Uni dans leur projet passé. Qu'est-ce qu'ils recevront des États-Unis d'Amérique? On ne sait pas. Qu'est-ce que le Rwanda gagne? Le Rwanda, évidemment, gagne la bonne collaboration de Donald Trump. En ce moment aussi, beaucoup de personnes fournissent des efforts pour avoir cette bonne relation avec Trump. Parce qu'avoir une bonne relation avec Trump, qu'on ait raison ou tort dans quelconque situation, on a le soutien des États-Unis d'Amérique. Et tout le monde cherche à obtenir cela. Alors c'est ça, les amis. Le Sénégal, c'est pas votre ami. Ils ne sont pas vos amis, c'est clair, c'est évident. Les choses doivent changer. C'est nouveau, c'est géostratégique, c'est réciproque. Visa, scrutage. On va contrôler votre famille, on va examiner si vous avez un grand-père terroriste et tout le bazar. Et ça ne rigole pas. Il y a aussi certains pays africains qui ne sont pas épargnés. En preuve de réciprocité. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Votre commentaire est très nécessaire. On veut savoir. YouTube dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Pourquoi n'êtes-vous pas abonné? Je suis curieux de le savoir. Balancez un commentaire. Nous vous savons très intelligents. Évidemment, ici, ce n'est pas un endroit où moi, je vous donne des contenus. Il n'y a pas de contenu ici. Si on parle, on veut savoir ce que vous avez à dire. C'est toujours respect et grand plaisir. Les États-Unis d'Amérique exigiront désormais 15 000 $ pour chaque application pour un visa de tourisme. Incroyable. Alors, on a cité plusieurs pays, parmi lesquels on a cité le Malawi, la Zambie, le Nigeria et la liste court. C'est-à-dire, une nouvelle liste compréhensive sera présentée, mais d'après les experts, on est en train de percevoir ici. Le Cameroun fera partie des pays qui vont devoir payer 15 000 $ de caution avant d'avoir un visa. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Gabon, le Kenya et la liste continue. Le nouveau changement dans le régime de Trump et même ces étudiants qui partent aux États-Unis d'Amérique avec un visa officiel, qui malheureusement après quelque temps ne partent plus à l'école ou manquent des classes, verront leur visa annulé. Donc si tu vas aux États-Unis d'Amérique avec un visa officiel, même de bourse, ok, et que tu ne pars pas à l'école, on annule ton visa. Tu rates des classes, on annule ton visa. Salut à tous. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Faites ça s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait. Merci. Aux États-Unis d'Amérique, 15 000 $ pour avoir un visa. Enfin, pas pour avoir un visa. Mais si votre visa est autorisé, donc accepté, il faudra faire un dépôt de 15 000 $. Les États-Unis exigeront désormais des citoyens de certains pays africains de verser une caution de 15 000 $
pour obtenir un visa de tourisme d'affaires selon le département des États américains. Donc, pour ceux qui connaissent, aux États-Unis, on reçoit souvent un visa B1 ou B2, un visa de tourisme. Donc, avant de partir aux États-Unis, désormais, il faudra faire un dépôt, une caution de 15 000 $. La raison est simple, c'est parce qu'on estime que quand vous partez, vous ne rentrez jamais. Beaucoup d'Africains partent pour ne plus jamais revenir. Et même pour ceux qui reviennent, ils ne reviennent jamais à temps. Ils restent au-delà de leur visa. Donc, pour arrêter cette histoire, pour s'assurer que les gens rentrent chez eux, on va désormais demander 15 000 $. Parce que généralement, même quand on demande à votre gouvernement ou votre immigration, votre système, de tracer où vous vous trouvez, on ne sait pas où vous êtes. Contrairement aux Américains qui peuvent tracer où se trouvent leurs citoyens. Alors, les États-Unis d'Amérique décident désormais, puisque vous ne vous respectez pas, nous, on va vous aider. On va vous aider à vous respecter. Il faut faire une caution de 15 000 $ avant de partir. Alors, c'est du racisme ou quoi? C'est du racisme, n'est-ce pas? Bon, il faut avouer qu'il faudrait quand même avoir un certain complexe de supériorité pour exiger de l'argent d'une personne, une caution, pour qu'une personne vienne visiter ta maison, n'est-ce pas? C'est parce que vous estimez que vous êtes supérieur. Et voilà, puisque vous souhaitez que la personne rentre chez elle, dans ce cas, vous lui exigez de l'argent. Sinon, vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Est-ce que vous demanderez à un ami que vous respectez, à un monsieur qui vit bien sa vie de payer avant de rentrer chez vous à la maison? Ah non, ça ne se fait pas. Vous savez, même dans les clubs de nuit, des nightclubs, généralement, vous remarquerez que dans les nightclubs où les gens rentrent sans payer, il y a toujours des problèmes. Des bagarres, des bouteilles qui se cassent, des femmes qui se battent. Par rapport en tout cas à une boîte de nuit où les gens doivent payer assez d'argent pour entrer, n'est-ce pas? Et vous remarquerez aussi que la plupart des gens qui se respectent vont là où il faut payer, n'est-ce pas? C'est-à-dire là où il faut payer, il y a généralement des gens qui achètent de bouteilles très chères, des gens qui sont bien alignés. Contrairement à des nightclubs où c'est gratos, les gens sont généralement là pour ne pas dépenser. En réalité, beaucoup de personnes pensent que si vous exigez de l'argent avant de rentrer dans votre nightclub, vous ferez très peu d'argent. Pourtant, c'est le contraire. Parce que dans des endroits où on demande de l'argent avant de rentrer, les gens qui ont de l'argent et des moyens sont pressés d'y aller parce qu'ils savent qu'il faut payer. Et dans les nightclubs où il ne faut pas payer, c'est généralement la mauvaise qualité de la population qui part, n'est-ce pas? Sommes-nous en train d'apprendre psychologiquement que les États-Unis est le bon nightclub, le nightclub cher, pendant que l'Afrique, c'est la poubelle? Point d'interrogation. Et si cette question vous dérange, c'est parce que vous réfléchissez bien. C'est une bonne chose. C'est exactement le message psychologique qu'on envoie. Ici, c'est nous, c'est le nightclub de luxe. Là-bas, chez vous, c'est la poubelle. Si vous voulez rentrer, vous allez faire une caution, en tout cas de l'argent, qui va au-delà de la normale, pour vérifier et certifier que vous rentrez. Est-ce que ça va marcher? Moi, je pense que ça ne marchera pas essentiellement. Pourquoi? Parce que en Afrique, généralement, les gens vendent leur terrain, leur maison, pour partir en Europe et aux États-Unis. Ah oui, vous le savez. En Afrique, généralement, les gens vendent. Il y a même des gens qui vendent une partie de leur parcelle pendant qu'ils y vivent encore, pour donner une opportunité à l'un des enfants de partir en Europe ou aux États-Unis. On le fait généralement parce que en Afrique, on célèbre le voyage. Les gens vont en jeûne et prière pour les voyages. Ouais, les gens jeûnent et prient pour les voyages. Il y a des gens qui prient aujourd'hui seulement parce qu'il faut voyager. Écoutez, vous voyez, il y a beaucoup d'églises. Si les gens n'avaient pas d'ambition de voyage, les gens n'iraient pas à l'église. Il y a beaucoup de gens, s'il n'y avait pas d'ambition de mariage, ils ne seraient pas à l'église. Donc, une très grande partie d'Africains vont à l'église parce qu'ils veulent se marier. Vont à l'église parce qu'ils veulent voyager. Vont à l'église parce qu'ils sont malades. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils aiment Dieu. Voilà pourquoi vous voyez des gens, ils prient, mais son comportement est tellement méchant, vous n'arrivez pas à comprendre. Ah oui, les gens prient, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose de Dieu. Si on disait que la prière ne donnait rien, les gens ne prieraient pas. Pourquoi on prierait? Écoutez, si on certifie aux gens, écoutez, vous savez, l'enfer, c'est du bobard, c'est pas vrai. D'ailleurs, on montre des preuves. Une personne qui dit, moi, je suis décédé, regardez tout ça. Quand vous mourrez, vous allez quelque part ailleurs, vous continuez à renaître et vivre. Si vous confirmiez ça, beaucoup de personnes n'iraient pas prier. Les gens prient aujourd'hui, c'est beaucoup, en tout cas, c'est parce que ils s'attendent à quelque chose en retour venant de leur prière. Ok? C'est pas parce qu'on aime Dieu, c'est parce que on veut voyager, c'est parce qu'on veut se marier, c'est parce qu'on veut guérir. Donc, beaucoup de gens vendent leurs parcelles pour partir. Donc, s'il faut parler de déterrence ou une raison pour empêcher les Africains d'effectuer ce qu'ils veulent faire, ça ne marchera pas. Il y a plusieurs catégories de personnes qui voyagent. Il y a ceux qui voyagent pour rentrer, évidemment. Ceux-là, ça ne leur pose aucun problème. Parce que, 1, ils ont une vie en Afrique. 2, ils ont assez d'argent. Donc, ça ne pose aucun problème. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui rentrent, mais qui rentrent toujours en retard. Alors, je pense que c'est seulement parmi ce groupe de personnes qui comptent en réalité rentrer que ça va marcher. Parce que, au lieu de rentrer en retard et perdre 15 000 $, alors dans ce cas, il faudrait se forcer à rentrer à temps. La troisième catégorie des personnes, ce sont ces personnes qui ne rentrent jamais.
Ils disent qu'ils sont partis pour une conférence de prière, mais ne rentrent pas. Ils sont partis pour les études, ne rentrent pas. Le nouveau changement dans le régime de Trump et même ces étudiants qui partent aux États-Unis d'Amérique avec un visa officiel, qui malheureusement après quelque temps ne partent plus à l'école ou manquent des classes, verront leur visa annulé. Donc si tu vas aux États-Unis d'Amérique avec un visa officiel, même de bourse, ok, et que tu ne pars pas à l'école, on annule ton visa. Tu rates des classes, on annule ton visa. Alors on a cité plusieurs pays, parmi lesquels on a cité le Malawi, la Zambie, le Nigeria et la liste court. C'est-à-dire une nouvelle liste compréhensive sera présentée, mais d'après les experts, on est en train de percevoir ici. Le Cameroun fera partie des pays qui vont devoir payer 15 000 $ de caution avant d'avoir un visa. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Gabon, le Kenya et la liste continue. Alors pourquoi les Africains vont généralement aux États-Unis pour ne pas rentrer? Les raisons sont évidentes. L'Africain en général perçoit que les États-Unis et ailleurs, c'est mieux qu'en Afrique. La vie aux États-Unis est mieux que chez lui à la maison. Dans la vie, il faut être fort. Avant d'être généreux, gentil, sympathique, il faut être fort. Parce que le monde ne respecte que la force. On ne respecte pas la sympathie, non. On peut en parler, ah, ce gars-là, il est sympa. Mais ça se limite là. S'il faut toucher les fesses de sa mère, on va le toucher parce qu'il est sympa. C'est ça. Si tu es trop sympa, disent-ils dans ces proverbes là-bas, les autres, on touchera les fesses de ta mère, si pas celles de ta femme. Hein, c'est ça la vérité. Il faut être fort. Il faut d'abord être fort, puissant, capable de destruction avant d'être un bon. Sinon ta bonté n'a aucune valeur. Ok? Oh, on évite la guerre. Et voilà pourquoi on veut la paix. Non, tu es un moumou. On a touché les fesses de ta mère. Ok? Une personne ne peut pas rentrer dans la maison qui t'appartient en disant je veux rentrer, je veux voir tes derrière, je veux voir tes filles, tout ça. Toi tu dis bon, entrez parce qu'on ne veut pas la guerre. Nous sommes des priards. Ok? Les gens qui prient trop, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Hein. Je sais que ça vous a dérangé, mais c'est la vérité. Les gens qui prient trop avec très peu d'action, j'aime pas. Ce sont des envoyés du diable. Ils sont là pour décourager ceux qui sont travailleurs, bosseurs. Les gens qui prient trop, sans action, sont des envoyés du diable. Vous entendez? Lundi à la prière, mardi à la prière, mercredi à la prière, jeudi à la prière, le 1er, les 15, le 30, sont des agents du diable. Parce que Dieu d'abord dit, ce ne sont pas les mots tralala qui touchent son cœur, absolument pas. Loin de moi, vous êtes des menteurs. Les hommes vrais sont sur le champ de bataille. Hey! Les hommes vrais sont sur les champs de bataille en train de tomber pour une cause qui en vaut la peine. C'est ça, les hommes de Dieu. David est sorti dans la guerre, il est parti mourir, mais il n'est pas mort parce qu'il était fort, il avait la grâce de Dieu. Mais il est d'abord sorti faire la guerre. Tous ces gens-là dans vos Bibles, les Jephthé, toutes vos histoires-là, toutes ces personnes sont sorties pour aller se battre. Vous êtes Seigneur va trouver la solution. Seigneur va trouver. Israël, ils ont la bombe atomique. Vous attendez la solution venant de Dieu. Voilà pourquoi. On va toucher les fesses de vos mères. On va toucher les fesses de vos mères. Ok? Vous signerez des ententes qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont absolument pas de sens. Parce que vous n'avez pas de force. La force est très importante. Un homme doit avoir la force. Tu dois être fort avant d'être sympathique et gentil. On ne respecte que la sympathie d'une personne forte. Ah, le gars là, il est humble. Hein? Il a tellement d'argent comme ça. Vous voyez comment on apprécie l'humilité d'une personne? Ah, je savais pas qu'il avait tout ça. Mais comment il a jamais mentionné? Moi, je pensais qu'il avait... Mais je suis surpris. Oui, vous appréciez son humilité parce que vous avez compris sa force. Ah oui, j'ai entendu une personne dire, ah, ce monsieur pauvre là, il est humble. Jamais de la vie. Jamais. On ne respecte pas l'humilité du pauvre. Jamais de la vie. On respecte l'humilité du fort. Ah, le monsieur là est fort. Il n'a pas réagi. On l'a bousculé comme ça. Mais attendez, mais le gars là, il savait pas ce qu'il faisait. Le gars là, il est trop fort. Il allait le casser la gueule. Il allait le détruire, mais il n'a rien fait. J'apprécie son humilité parce qu'il est fort. Mais il y a un faiblard avec son gros ventre. Non, il faut pas jouer. Il y a déjà gros ventre mais fort. Il y a un faiblard dans ce coin-là. On le pousse, on le bouscule. Il sait rien. Vous savez qu'il est en incapacité de réagir. On ne peut pas apprécier cela. Il faut être fort dans la vie. Je répète, les gens qui prient du lundi à lundi sans faire des actions sur place sont des envoyés du diable. Pourquoi? Dans toute génération, toute révolution a été l'idée par quelqu'un. Une personne qui faisait pas seulement face à la population pour les encourager, il faisait aussi face à Dieu pour son inspiration. C'est-à-dire une personne inspirée par Dieu, mais qui est partie sur le terrain, pousser la population à se révolter. Maintenant, quand votre leader commence à vous prêcher, non, vous voyez, toute l'autorité vient de Dieu, acceptez l'esclavage, acceptez la misère, parce que cette personne qui était placée vient, c'est l'envoyé du diable. Si votre pasteur à l'église ne vous prêche jamais la révolution, la force, c'est un envoyé du diable. Si votre leader spirituel, votre imam ne vous prêche jamais la révolution, la force, la bataille, la guerre, pour ce qui vous est dû, c'est un envoyé du diable. La Russie a annoncé lundi de ne plus adhérer à un traité de désarmement nucléaire dont les États-Unis s'étaient déjà retirés depuis
longtemps. Félicitations à la Russie. Les Russes se retirent. C'est-à-dire votre deal n'a aucun sens. Pourquoi nous, on va rester dans un deal où vous avez déjà quitté? Ça n'a aucun sens. Je répète, la Russie a annoncé lundi ne plus adhérer à un traité de désarmement nucléaire. C'est fini. Donc vos histoires là, c'est fini. C'est la force. C'est la force qui prime sur la raison. Écoutez, la force prime sur la raison. La raison n'est qu'applicable venant d'une personne forte. On ne respecte pas la raison des faibles. Et on ne respecte pas la raison de... Vous pouvez avoir raison, ça m'appartient. Vous voyez, tout ça, ça m'appartient. Ce sont mes oranges, j'en prends mes oranges. Tu n'es un faible. On ne peut pas respecter ça. On dit, mais oui, mais d'accord, ce sont tes oranges, il faut partager avec le voisin. Vous voyez votre arbre orangier, c'est quand même pas penché vers la maison du voisin. Dans ce cas, ce qui tombe chez le voisin, c'est au voisin. Juridiquement, vous voyez, oui, parce que vous n'avez pas de force. Vous verrez quoi? Le ministère russe des Affaires étrangères a mis fin au moratoire selon lequel la Russie a adhéré au traité de force nucléaire de portée intermédiaire, le INF, malgré le retrait des États-Unis en 2019. La Russie évoque des raisons très simples, ok? Si vous ne nous respectez pas, on ne vous respecte pas. Et vous ne pouvez seulement parler comme ça si vous êtes fort. Un homme faible ne peut jamais dire à un fort, si tu ne respectes pas, c'est pas possible. Parce qu'il a des trucs à perdre, soit il va perdre son boulot, ou bien il va se faire taper, ou bien c'est sa femme qu'on va toucher les fesses. C'est ça. Quand on est faible, c'est ça. La Russie justifie sa décision par plusieurs facteurs. Donc, les amis, on parle ici d'une histoire, c'est-à-dire, les Russes ont finalement dit, nous n'allons plus respecter votre traité de nucléaire, hein, le traité qu'on avait signé là, d'éviter la prolifération, qu'il n'y ait pas trop de bombes nucléaires disponibles pour éviter de détruire le monde complètement. Nous, on se retire. On n'en veut plus. Leurs raisons sont les suivantes. Les États-Unis ont déployé des lanceurs de missiles Typhoon aux Philippines et des systèmes hypersoniques Dark Eagle en Australie lors des exercices Talisman Sabre en 2025 auxquels participaient 19 pays. C'est-à-dire, quand les Américains sont partis faire leur entraînement, leur exercice militaire, ils ont profité de l'occasion pour déployer des missiles hypersoniques à différents endroits. Ça n'y était pas avant. Okay? Vous savez, généralement, les pays peuvent se léguer, allons faire un entraînement ensemble et tout le bazar. Eux ont saisi cette opportunité pour finalement placer des systèmes hypersoniques en Philippines et des missiles Typhoon en Australie. La Russie perçoit l'extension de l'OTAN, notamment l'adhésion de la Finlande, comme une menace stratégique. La Finlande, évidemment, regardez sur la carte, tout près de la Russie, ne faisait pas partie de l'OTAN. Donc récemment, à travers leur politique, la Finlande maintenant fait officiellement partie de l'OTAN. Au fait, la Finlande et la Russie n'ont jamais vraiment eu de problèmes. Les vraies difficultés qu'ils ont eues, ils remontent à très longtemps. Donc ils n'ont aucune raison de vouloir faire partie de l'OTAN. La Russie considère que le retrait des États-Unis en 2019 a affaibli le traité, la rendant moins contrainte par ses obligations. Alors vous vous posez la question de savoir, c'est quoi ce traité? Quel est le noyau du problème? Alors, le traité de force nucléaire à portée intermédiaire est un accord de désarmement signé en 1987 entre les États-Unis et l'Union soviétique. À l'époque, évidemment, c'était un moment très difficile parce que la guerre froide battait son plein. Et en ce moment-là, c'était deux superpuissances qui s'opposaient les unes des autres, les États-Unis et l'Union soviétique. Et à l'époque, il y avait course aux armes. On essayait d'acquérir l'arme la plus destructrice, l'arme la plus nucléaire parmi les nucléaires. C'était cette course. Mais en 1987, Mikhail Gorbatchev de la Russie et Ronald Reagan se sont mis ensemble pour discuter et chercher une façon d'éteindre le feu. C'est-à-dire, trouvons un moyen à travers lequel on peut faire la paix. Ok, on va arrêter de pas seulement de construire ces missiles, on va les détruire, ok? On va essayer de se rapprocher, on va essayer de trouver une paix. Alors, comme il y avait une vraie menace, les missiles terrestres de moyenne portée, c'est-à-dire de 500 km à 5500 km, représentaient une menace majeure en Europe, capable de frapper rapidement des cibles dans les décors. Donc, on pouvait frapper sur Paris sans difficulté. On pouvait frapper sur Moscou sans difficulté et c'était un danger éminent. Alors, les raisons principales étaient de réduire les risques de guerre nucléaire. Le traité visait évidemment à éliminer une catégorie entière d'armes nucléaires terrestres, c'est-à-dire des missiles balistiques de croisière à portée intermédiaire et inférieure. Les missiles balistiques sont très rapides, missiles de croisière, tout ça. Il fallait limiter ça. En fait, vous avez trop d'armes. Il y a trop d'armes. Diminuant. Et ce ne sont que les forts qui peuvent parler comme ça. Les forts n'ont pas le temps pour les faibles. C'est petit, viens ici ou bien. Hein, c'est comme ça. Signez le dossier ou bien. Signez l'accord ou bien. C'est comme ça. Regardez, la force, c'est la force. S'il n'y a pas de force, vous n'avez rien. S'il n'y a pas de force, vous n'avez absolument rien. Si vous n'êtes pas fort, vous ne valez rien. Si vous n'avez pas d'argent, on ne vous respecte pas. Ok, on peut vous insulter comme on veut, mais soyez fort à l'intérieur. On peut vous dénigrer, vous dégrader, raconter des histoires sur vous, mais soyez fort à l'intérieur. Parce qu'au moment opportun, quand il faut faire quelque chose sur vous, on est incapable. Ok, celui qui vous nourrit vous contrôle, c'est simple. Quand on vous nourrit, cherchez un moyen alternatif pour vous nourrir vous-même. C'est aussi simple que ça dans la vie.
Quand on vous donne, celui qui donne est toujours au-dessus. La main qui donne toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ne soyez pas là distrait. Soyez fort d'abord, en capacité. Formez-vous mentalement. Formez-vous physiquement. Allez prendre des formations. Il y en a. Allez dans un pays qui se respecte. Dans la République bananière, il n'y a pas de formation pour hommes. Chaque homme devrait être militairement formé. Il y a des formations qui sont appropriées, des formations pour les civils. Si vous êtes civil, pour vous emmener à un niveau de réflexion. Écoutez, ces formations vous élèvent. Un militaire qui se respecte est un militaire discipliné. Et généralement, il a une capacité de discipline, généralement, plus que beaucoup de civils. Un militaire qui est formé, un militaire sérieux, a généralement un niveau de discipline plus élevé que la grande majorité des civils. Les objectifs, il y en avait plusieurs. Mais là, les objectifs étaient de reconstruire la confiance entre l'Est et l'Ouest. Après des décennies de méfiance et de tensions, le traité était un pas vers la détente et la coopération. Il a instauré des mécanismes de vérification mutuelle, inspection et transparence. Donc, il y avait inspection et transparence entre eux. Il y avait respect. Encore une fois, ils se respectaient pourquoi? Parce qu'ils étaient tous forts. Vous avez vu les États-Unis respecter l'Afghanistan? Les États-Unis, ils ont respecté l'Afghanistan? Non. Ont-ils respecté l'Iran? Non. Vous n'avez rien, on vous respecte pas. Même si vous avez raison, on s'en fout. C'est ça dans la vie. Quelquefois, il faut se retirer. Retirez-vous de la masse. Allez dans un coin vous reconstruire. Allez vous bâtir dans un coin, seul. Allez chercher des partenariats qui vous solidifient, qui vous avancent. Allez chercher des partenariats, des brotherhoods, des fraternités qui vous élèvent dans la société. Ne vous embrouillez pas, vous avez une seule vie. C'est une seule. Vous n'êtes né avec personne. Personne, vous êtes né seul. Quand on vous enterre tout seul. Même vos frères ne vont pas entrer. Ils vont pleurer, vraiment, tu pars. Mais jamais ils vont entrer dans le trou pour parler. Mais, écoutez, fortifiez-vous. Historiquement, il y a eu des résultats suite à ce traité. C'était le premier traité de désarmement nucléaire à éliminer complètement une catégorie entière d'armes nucléaires. Ça a fonctionné. Une catégorie entière d'armes nucléaires avait été éliminée efficacement. Le traité a renforcé la sécurité en Europe en supprimant des milliers de missiles terrestres à portée intermédiaire, évitant ainsi miscalculation. Miscalculation. Comment vous dites ça en français? Moi, je suis pas francophone. Hein. Mes parents sont pas francophones. Nous avons notre langue. Okay. Ici, je parle d'ailleurs plus anglais que je ne parle français. J'ai été formé en anglais. Quand je parle français, c'est pour vous aider à comprendre. Bref, miscalculation, éviter. Le traité a contribué à la fin de la guerre froide. Ok? Donc, le fait d'être venu ensemble dire, mon frère, tu es fort, je le sais, je reconnais, mais arrêtons de développer des armes qui détruisent, a contribué à la fin de la guerre froide et à l'amélioration des relations Est-Ouest. Mais à l'arrivée de ce monsieur ici qui se prend pour machin, il s'est retiré de ce traité international. Disons, nous, les États-Unis d'Amérique, on se retire, on va plus machin histoire. Grâce à ce traité, le résultat était simple. On a détruit plus de 2600 ogives et missiles et lanceurs de 1988 à 1991. Alors aujourd'hui, la Russie dit, bon, dernièrement, Medvedev a fait un commentaire, M. Trump était très en colère, il a envoyé des sous-marins nucléaires quelque part. Personne ne sait exactement où. Monsieur Vladimir Poutine, ok, bon, d'accord, dans ce cas, on va pas entrer dans votre balade, hein, mais nous, on se retire de ce traité-là. Comme ça, on va continuer la course. La force est très importante. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.